s'imagine si l'argent n'existait pas? Hypothèse de départ, ce n'est pas seulement l'argent au sens de métal précieux qui disparaîtrait, mais tout ce qui a servi, sert ou pourrait servir de monnaie, comme l'argent au sens du métal argenté, l'or, le sel, il y a fort longtemps, les crypto-monnaies, etc. Toute monnaie servant à résoudre le problème de la double coïncidence des besoins. Première idée, il y aurait du troc à l'échelle mondiale. Il y aurait un retour au troc généralisé, même entre pays. Mais les sociétés seraient moins avancées car la monnaie permet aux individus d'effectuer des transactions bien plus rapidement et de manière plus juste. Par exemple, je peux citer un épisode de la série télé Kaamelott où il y a une scène avec deux paysans qui sont avec le roi Arthur qui est en séance de doléances. Et les paysans se disputent parce que l'un a tué la chèvre de l'autre et l'autre demande réparation au roi Arthur. Sauf que le premier, il dit que la chèvre qu'il a tuée ne valait qu'une moitié de chèvre. Et donc le roi Arthur, sa proposition, parce qu'il en a vraiment marre, c'est d'offrir en compensation une seule moitié de chèvre. Et l'autre, il dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'une moitié de chèvre? Et le roi Arthur, voyant qu'il ne va pas réussir à être médiateur dans ce débat interminable d'une moitié de chèvre contre une autre, il jette des pièces aux paysans parce qu'il sait que comme ça, tout le monde va être content et ils vont arrêter d'abuser de sa bienveillance. Simplement parce qu'ils ont reçu des pièces et tout le monde a besoin de pièces, donc il n'y a plus réellement de question d'avoir besoin d'une demi-chèvre ou d'une chèvre en entier. Je sors des séries télé. Un autre exemple pour imaginer le concept de la double coïncidence des besoins. Imagine que dans un marché, d'un côté tu as un stand avec un gars qui vend des tomates et de l'autre tu as un stand avec un gars qui vend du lait. Si celui qui a des tomates veut acheter du lait mais n'a à sa disposition que des tomates, il faut que la personne qui propose du lait, lui aussi de son côté, il veuille des tomates en échange. S'il veut des carottes, du concombre, du céleri, tout sauf des tomates, donc tout sauf ce dont dispose le gars qui vend des tomates, eh bien il ne va pas y avoir de transaction possible, étant donné que l'un veut du lait, mais l'autre ne veut pas de tomates. C'est ça la double coïncidence des besoins. C'est si la situation aurait été la suivante, le gars qui veut du lait a des tomates à proposer en échange, et le gars qui veut des tomates a du lait à proposer en échange. Dans ce cas-là, il y aurait eu effectivement double coïncidence des besoins. Et en plus, à cela s'ajoute le concept de quantité à échanger. Quand ce sont des biens de style tomates, concombres, etc., on peut encore établir une certaine échelle de valeur, mais lorsque l'on approche de biens qui ont vraiment une valeur inestimable, ça devient compliqué. Par exemple, imagine, un producteur laitier a un problème au genou, il a besoin d'être opéré par un chirurgien. Comment il va le payer le chirurgien? Avec des centaines de litres de lait? Imaginons que l'opération habituellement coûte 10 000 €. Comment il va faire pour payer le chirurgien? Il va lui donner 10 000 litres de lait? 20 000, 30 000, 40 000? Non, ça n'a pas de sens. Donc c'est pour ça que sans la monnaie, il y a un retour au troc généralisé, mais pour que le troc généralisé se réalise, il faut qu'il y ait la double coïncidence des besoins. Et ensuite qu'il y ait un accord trouvé quant aux quantités à échanger. Deuxième idée, le prestige social serait basé sur d'autres critères. Donc on aurait la beauté, l'intelligence, les talents, la créativité, l'éloquence, enfin tous les critères qui existent à l'heure actuelle, sauf l'argent, puisque on sait qu'aujourd'hui, l'argent est un critère prédominant dans le prestige social. Une manière simple qu'ont les gens pour se classer les uns vis-à-vis des autres dans certains milieux, c'est de savoir combien ils génèrent d'argent tous les mois ou tous les ans. On l'observe aussi dans une certaine mesure sur les réseaux sociaux. Par exemple, je pense à YouTube, où ne serait-ce qu'avec les miniatures, le ton est donné. On annonce directement le montant généré par mois ou par an, et cela permet de donner une certaine légitimité à la personne qui annonce faire ces montants-là, et cela incite le spectateur à cliquer sur la miniature pour ensuite regarder le contenu. Et voilà, donc je le répète, le montant élevé par mois ou par an est mis en avant sur la miniature pour donner une certaine légitimité aux youtubeurs. Dans cette perspective où l'argent n'existe plus, on peut s'attendre à ce que les beaux gosses domineraient le monde, même sans cerveau, d'autant plus qu'il existe ce que l'on appelle l'effet de halo, c'est-à-dire que lorsque l'on a tendance à trouver une personne comme étant attirant ou attirante, eh bien, on aura tendance à prêter plus facilement des qualités à cette personne, des qualités qui n'ont pas forcément à voir
avec la beauté physique, par exemple le charisme, l'intelligence, etc., du simple fait que l'on trouve cette personne belle. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet de halo. Ou plutôt, il y aurait des personnes éloquentes qui domineraient le monde, à l'instar des hommes politiques aujourd'hui. Troisième idée, le travail perd son sens ou devient pur plaisir. En tant que salarié, tu travaillerais pour gagner quoi? De la nourriture? Un logement? Autant être fermier, non? En tant que chef d'entreprise, habituellement, le chef d'entreprise cherche à accumuler de l'argent pour ensuite s'offrir la vie qu'il souhaite. Mais là, si le chef d'entreprise doit négocier avec chaque salarié ce qu'il lui donne et ce qu'il reçoit en échange, c'est faisable, mais c'est extrêmement chronophage. T'imagines un chef d'entreprise de 500 salariés, s'il doit négocier avec chaque salarié, ok, alors moi je te donne du pain, du lait et du fromage, et toi en échange tu me donnes du saucisson, de l'ail et des asperges. Et comme ça, avec chaque salarié, honnêtement, ce serait tellement chronophage, l'argent a résolu tellement de problèmes par rapport à ça. Donc, dans ce monde où l'argent n'existe plus, les gens seraient très probablement payés avec des biens alimentaires, mais dans ce cas-là, autant les cultiver soi-même, autant être fermier en fait. On peut alors s'attendre à ce qu'il n'y ait plus de bullshit jobs et à ce que les gens travaillent juste par envie. Quatrième idée, il y aurait une explosion du système d'entraide locale. Cela amènerait une réduction du gaspillage alimentaire. Il y aurait des groupes d'échange et des compétences partagées. C'est assez simple en fait parce que avec l'argent, on peut obtenir la quantité de biens que l'on souhaite pour la quantité d'argent que l'on souhaite dépenser. Mais sans argent, on pourrait se retrouver dans des situations où l'on obtient trop de biens par rapport à ce que l'on souhaitait acquérir. Et donc avoir un espèce de surplus de stock. Et ce surplus de stock, plutôt que de le jeter, on pourrait le donner à nos voisins, à notre famille, à nos amis qui en auraient besoin. Cela permettrait non seulement de réduire le gaspillage alimentaire, mais en plus d'entraîner une logique de don et contre-don. C'est simple en fait, si ton voisin tu lui as donné de la nourriture, la prochaine fois que ton voisin aura un surplus de stock de nourriture lui aussi, consciemment ou inconsciemment, il voudra te rendre l'appareil et donc te donnera de la nourriture. Cela permettra l'augmentation du système d'entraide locale. Et avec cela, une hausse du lien social, créant ainsi des groupes d'échange, des groupes de partage de compétences, etc. Cinquième idée, on vivrait davantage au jour le jour car nous n'aurions pas de possibilité de stocker de la valeur comme les monnaies nous le permettent actuellement. Aujourd'hui, il y a des milliardaires sur Terre, Jeff Bezos, Elon Musk et d'autres. Ils sont milliardaires en dollars, mais si l'argent disparaît, l'argent est tout ce qui sert comme monnaie, donc les crypto-monnaies, l'or, l'argent, etc. Qu'est-ce qu'il leur reste? Ils vont stocker leur richesse en packs de lait, en œufs, en huîtres? Non, ce n'est pas possible. Alors, du fait que les hommes seraient amenés davantage à vivre au jour le jour, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une logique de survivalisme qui se mette peu à peu en place, ce qui entraînerait un resserrement des liens sociaux, notamment au sein de la famille, tout simplement car on choisit de vivre avec ceux en qui on a confiance. Et le premier cercle social, c'est la famille, donc c'est celle-ci que l'on choisirait avant tout pour survivre. Mais il y aurait également un resserrement des liens sociaux, si ce n'est avec la famille, avec les amis de confiance, et avec le ou la compagne. Sixième idée, il y aurait un effondrement des banques et du capitalisme de manière générale. Cela entraînerait un certain communisme par groupe social. Quand je dis communisme, j'entends par là non pas la fin de la propriété privée, mais en quelque sorte une doctrine où l'entraide est généralisée et va de soi, mais toujours avec de la propriété privée, ce qui entraînerait donc toujours l'existence de groupes sociaux, notamment les prolétaires qui, eux, ne possèdent rien, les bourgeois, les propriétaires terriens, etc. Je pense que les propriétaires terriens existeraient toujours, c'est juste que plutôt que de devoir payer ton propriétaire tous les mois 800 €, là tu vas devoir le payer avec des œufs, des huîtres, de la farine, du lait, peu importe. Donc il y aurait toujours des groupes sociaux, mais je pense qu'ils seraient moins marqués, tout simplement car l'argent ne serait pas là pour marquer les différences. Et à l'intérieur de ces groupes sociaux, je pense qu'il y aurait davantage d'entraide et que celle-ci irait de soi, qu'elle serait plus naturelle.
Également, comme je l'ai dit, si c'est la fin du capitalisme de manière générale, c'est aussi la fin des multinationales, des marchés boursiers, etc. Septième idée, dans la séduction, l'attirance physique ou le charme deviennent encore plus des leviers de pouvoir. C'est assez simple à comprendre. Si quelqu'un veut quelque chose de quelqu'un d'autre, l'un des moyens d'obtenir cette chose, c'est d'utiliser ses charmes personnels. Il y a eu beaucoup de cas d'espionnage aux États-Unis où les espions, pour obtenir des informations, les espionnes plutôt, pour obtenir des informations, utilisaient leur charme personnel pour séduire des hommes à haut profil qui pouvaient leur donner accès à des informations confidentielles. Là, j'ai donné un exemple avec l'espionnage, mais ça pourrait également être avec les propriétaires terriens. Imaginons qu'il y ait un propriétaire qui mette un prix exorbitant pour habiter dans son logement, 30 000 chèvres par mois. Si personne n'a de quoi payer ces 30 000 chèvres, mais qu'il y a une femme sublime qui se présente, eh bien peut-être qu'ils vont trouver un compromis, mais ce sera parce que la femme lui aura donné accès à certaines parties d'elle, parties auxquelles normalement le propriétaire n'aurait pas eu accès. Huitième idée, il y aurait la naissance d'une nouvelle élite, on les appellerait les indispensables. Il s'agirait de toutes les personnes qui ont des compétences manuelles, les soignants et les artisans de minerais. Certains métiers du secteur tertiaire seraient peu utiles, par exemple les avocats, les marketeurs, les RH, les comptables, etc. Disons que ce n'est pas forcément qu'ils seraient peu utiles, c'est surtout qu'en fait, ils n'auraient plus réellement de raison de vivre. Par exemple, les marketeurs, les RH, les comptables, on a vu dans une idée précédente qu'en réalité, il n'y aurait plus de capitalisme, et sans capitalisme, il n'y a pas réellement de raison d'exister des marketeurs, des RH, des comptables, et d'autres, j'en passe. Et pour les avocats, moi, personnellement, de ceux que j'ai pu rencontrer, ils ne le faisaient jamais dans l'esprit de justice. Ils le faisaient toujours parce que derrière, il y avait un gain financier à obtenir. Et dans une société sans argent, il n'y a plus de gain financier et donc la raison d'être des avocats disparaîtrait. Neuvième idée, plus de salaire, donc plus de patron. La plupart des rapports sociaux sont régis par l'argent. Dans un contexte professionnel, si telle personne ne me paie pas, pourquoi devrais-je obéir ou collaborer à la dite personne? Comme je l'ai dit dans une idée précédente, dans certains groupes sociaux, le revenu par mois ou par an permet de hiérarchiser l'importance des gens. Cette logique se retrouve dans n'importe quel milieu professionnel. Alors s'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de salaire, et s'il n'y a plus de salaire, pourquoi je devrais obéir à un patron? Il n'y a vraiment aucune raison. Si, en fait, ça peut être parce que le patron a une vision à laquelle tu adhères. Là, l'exemple qui me vient instinctivement à l'esprit, c'est Elon Musk avec SpaceX. Mais il y a combien de patrons qui ont une vision à laquelle les employés adhèrent? C'est extrêmement rare. Donc sans cette vision, la seule véritable raison qui pousse les salariés à obéir au patron, c'est pour l'argent. Et sans l'argent, il n'y a plus de raison d'obéir au patron. Et si l'on n'obéit plus au patron, on peut s'attendre à ce que le pouvoir hiérarchique ne soit plus vertical, c'est-à-dire du patron vers les employés, mais qu'il y ait un pouvoir davantage horizontal où les décisions sont prises de manière plus collective, à ce qu'il y ait plus de démocratie au sein même de l'organisation. Dixième idée, il y aura plus de pauvreté et ou plus de chaos. Il n'y aura plus de pauvres en argent, mais il y aura toujours des pauvres en compétences. Et eux, que feront-ils? Se laisseront-ils mourir? Non, ils risquent de rançonner, entre guillemets, la société, pouvant amener davantage de chaos. À l'heure actuelle, il y a beaucoup d'humains qui n'ont pas de compétences, peu de compétences ou des compétences pas utiles. S'il n'y a pas d'argent, comment ils peuvent échanger ces compétences? S'il y a peu de concurrence là où ils vivent, ce sera faisable, mais s'il y a une concurrence élevée, ils ne vont pas pouvoir échanger leurs compétences du fait qu'il y aura une meilleure offre qu'eux sur le marché. Et s'ils ne peuvent pas échanger leurs compétences, ils ne peuvent pas acquérir des biens pour survivre, ce qui met en danger leur survie même, mais je ne pense pas qu'ils se laisseront mourir pour autant. Je pense que ces personnes à faibles compétences échangeables se tourneront vers le pillage de la société pour pouvoir survivre, tout simplement en pillant des ressources alimentaires de ceux qui ont les ressources pour les produire eux-mêmes ou pour échanger leurs compétences en échange de l'obtention de ces ressources alimentaires. Alors, je pense que l'absence d'argent amènerait assurément plus de chaos,
Quant au sujet de plus de pauvreté ou non, ça, je vous laisse en débattre dans les commentaires. Est-ce que ce serait la fin des inégalités ou le début de nouvelles luttes de pouvoir? 11e idée, l'amour redevient un échange pur. Il n'y aurait plus d'intérêt financier dans les couples. Déjà, d'un point de vue de la séduction, il n'y aurait plus de charge sur les épaules des hommes quant à devoir gagner 10 000 euros par mois ou 50 000 euros par mois pour certaines femmes, parce que certaines femmes ont des exigences telles, elles veulent que leur homme gagne 10 000 euros par mois ou 50 000 euros par mois ou même encore plus, afin que leur homme les pourri gâte, tout simplement. Et également, c'est fini le stress pour les hommes qui finissent ruinés par un divorce. Parce que la plupart des divorces sont initiés par les femmes et dans la plupart des divorces, c'est la femme qui emporte le gros du patrimoine de l'homme. Et donc, s'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de réelle raison pour l'homme d'être stressé car la femme n'aurait rien à lui prendre. En tout cas, elle aurait beaucoup moins à lui prendre. Elle n'aurait plus la possibilité de prendre son argent. Il faut savoir qu'il y a des femmes qui basent leurs critères de sélection principalement selon le critère de l'argent. C'est bien de considérer le critère de l'argent, mais je pense qu'il n'y a réellement pas que cela à considérer dans une relation. Et il y a des femmes encore pires qui vont aller jusqu'à marier un homme dans le but de le divorcer peu de temps après, ceci afin de récupérer le gros de leur patrimoine. S'il s'agit d'un homme qui a vraiment un patrimoine énorme, je pense par exemple à Jeff Bezos ou à Elon Musk. Alors dans un monde où l'argent n'existe pas, ces deux stratégies, la première de sélectionner un homme principalement selon le critère de l'argent, la seconde d'épouser un homme puis le divorcer pour obtenir son argent, eh bien ces deux stratégies-là n'auraient aucune raison d'exister. Et alors l'amour redeviendrait un échange pur. Et toi, tu sortirais avec qui si personne ne gagnait d'argent? 12e idée, les métiers de rêve deviennent accessibles à tous. Mais à condition que ces métiers permettent à ceux qui les exercent d'échanger le produit de leur métier contre de la nourriture, un logement, etc. Être artiste, explorateur, inventeur, c'est possible sans pression économique, mais toujours avec une pression alimentaire et de logement. Si tu es un peintre mais que tes peintures ne sont pas valorisées de ton vivant, comme Van Gogh, tu te rends bien compte que cela va être difficile pour toi de survivre. Si tes peintures ne sont pas considérées à leur juste valeur et que les gens ne sont pas prêts à te donner un oignon en échange d'une peinture qui t'a pris 200 heures à produire, tu te rends bien compte que cela va être difficile pour toi de survivre en gagnant un oignon toutes les 200 heures. 13e idée, comment mesurer le succès sans argent? Il y a les tops des hommes les plus riches du monde, mais comment faire un top des hommes les plus influents, les plus éloquents, les plus charismatiques? Sur quels critères peut-on se baser objectivement? Comment on mesurerait le succès dans un monde sans argent? Avec la notoriété? Avec le suivi? Avec l'impact réel? Aujourd'hui, on a tendance à dire que dans les sociétés démocratiques, les gens ont deux manières de voter. La première, c'est avec les urnes, lorsqu'il faut élire un représentant. La seconde, c'est avec son portefeuille, sous-entendu son argent. Si tu choisis un produit, c'est parce que tu penses que ce produit va répondre à ton besoin. Mais s'il n'y a plus d'argent, alors tu ne peux plus réellement voter avec ton portefeuille et ceux qui proposent tel ou tel produit ne peuvent plus réellement mesurer le succès de leur produit car ils ne savent pas quelle quantité d'argent ce produit a permis de générer. 14e idée, les relations humaines seraient plus vraies. On ne gagnerait plus d'argent à aider, mais on peut déjà gagner le plaisir d'aider autrui et aussi l'idée que la personne que l'on a aidée nous aidera peut-être plus tard. C'est le principe de réciprocité qui est décrit dans le livre Influence et manipulation de Robert B. Cialdini. Dans ce monde sans argent, je pense que l'on aiderait bien plus. Aujourd'hui, il y a déjà des gens qui aident d'autres gens, que ce soit pour gagner le plaisir d'aider autrui ou avec une espèce d'arrière-pensée impliquant le principe de réciprocité. Mais dans ce monde où l'argent n'existe pas, je pense que l'on aiderait bien plus, que ce soit pour la première raison ou pour la seconde, et ainsi les relations humaines seraient bien plus vraies, seraient bien plus développées, le tissu social serait bien plus dense.
Dans le premier cas où l'on aide autrui simplement pour ressentir le plaisir d'aider autrui, cela me semble évident que le tissu social sera plus dense. Et dans le second cas où l'on aide autrui avec l'arrière-pensée que cette personne nous rendra l'appareil un jour ou l'autre, certes, on peut penser que c'est une démarche qui est intéressée dans un premier temps, mais je pense qu'à terme, il y aura un véritable lien social qui se développera entre la personne qui avait l'arrière-pensée et la personne qui reçoit l'aide. 15e idée, les religions auraient plus d'emprise. Sans capitalisme, il y a un retour au spirituel. Beaucoup d'individus sont omnibulés par l'accumulation de capital, et la plupart des individus ont des problèmes d'argent. Cela ferait beaucoup de préoccupations en moins si l'argent disparaissait. Donc beaucoup plus de temps à consacrer à penser au spirituel et pourquoi pas à la religion. Et avec cette hausse du temps à consacrer à penser à la religion, on peut s'attendre à ce qu'il y ait naturellement un retour de la foi parmi les croyants et donc davantage d'emprise de la part des religions. 16e idée, la corruption devient-elle obsolète ou pire? Les petites corruptions avec des biens ou services de faible valeur seraient toujours de vigueur, mais les corruptions, ne serait-ce qu'à plus de 5 000 euros, seraient difficiles à mettre en place. Prenons deux exemples. Le premier avec une corruption, on va dire à 50 euros. C'est assez simple de corrompre une personne, si ce n'est avec 50 euros, de le corrompre avec des biens, que ce soit de la nourriture ou d'autres types de biens dont la valeur pourrait s'élever en temps normal à 50 euros. En revanche, et c'est le deuxième exemple, celui avec une corruption s'élevant à 5 000 euros, c'est tout de suite plus compliqué de corrompre une personne pour 5 000 euros. Tu lui donnes 20 chèvres, tu lui donnes 50 000 rideaux, tu lui donnes 3 000 robinets. Comment tu évalues, comment tu peux le corrompre pour une valeur qui s'élèverait normalement à 5 000 euros? Honnêtement, c'est plus difficile à mettre en place. C'est pour ça que je pense que les petites corruptions existeraient toujours, mais les plus grandes, elles, seraient bien plus difficiles à mettre en place. Et là, je parlais d'un exemple où la grosse corruption, entre guillemets, c'est 5 000 euros, mais ne vous inquiétez pas que les personnes les plus corrompues sur Terre ne demandent pas simplement 5 000 euros, c'est des millions ou des dizaines de millions. 17e idée, l'acte pour les femmes de vendre leur corps pour de l'argent. S'il n'y a pas d'argent, ça devient quoi? Y en aurait-il autant? Car certaines femmes font cela dans une logique d'accumulation du capital, pas réellement de survie au jour le jour, mais vraiment d'accumulation du capital. Alors, s'il n'est plus possible d'accumuler du capital via ce moyen, je ne pense pas qu'elle le ferait. Imagine, il y a une femme, elle vend son corps contre des biens et services, mais au bout d'un moment, elle a déjà tout ce qu'il lui faut. Elle n'a pas besoin de 3 000 robinets, 9 000 rideaux, 12 000 sopalins, 12 000 plaques de cuisson, 5 voitures, elle n'a pas besoin de tout ça. Et pareil pour la nourriture, au bout d'un moment, tout périme, donc elle n'a pas besoin d'accumuler. C'est plus difficile d'accumuler ce type de biens qui sont périssables en comparaison à de l'argent. Même si l'argent, dans une certaine mesure, il y a l'inflation et donc cela entraîne un certain caractère périssable du bien qu'est l'argent, mais cela reste quand même moins marqué que d'autres biens comme la nourriture. Donc pour ce type de profession, comment ça marcherait? Est-ce qu'elle ferait du troc? Est-ce qu'elle donnerait du S contre des services? Je pense que oui, mais alors il n'y aurait plus les travailleuses du S qui sont dans une logique d'accumulation du capital. Je pense qu'il y aurait simplement celles qui sont davantage dans une logique de survie. 18e idée, tu serais plus libre ou totalement dépendant des autres? Aujourd'hui, ceux qui ont beaucoup d'argent peuvent se permettre de dire au système d'aller voir ailleurs, de manquer de respect à ceux qui ont peu d'argent. Vraiment, hein, anecdote perso, j'ai travaillé dans des endroits où les clients avaient énormément d'argent et pas tous, mais certains avaient une certaine désinvolture dans le meilleur des cas, manque de respect dans le pire des cas au personnel qui était censé assurer le service. On pouvait vraiment percevoir un esprit, encore une fois chez certains seulement de ces clients, un esprit de je m'en fiche, de toute façon je paye. J'ai le droit à parce que je paye tant. Il y a des gens qui se permettent de manquer de respect à d'autres gens simplement parce qu'ils payent un gros montant selon leur perspective. Et ça, dans un monde sans argent, cela n'existerait plus. Alors, je pense que dans ce monde sans argent, le contrat social serait davantage respecté. Il y aurait un tissu social plus dense
où nous serions plus dépendants des autres, donc moins libres, mais avec des relations sociales plus sincères, donc paradoxalement plus heureux. Ce qui m'amène à poser la question suivante, vous en débattrez dans les commentaires. Serions-nous esclaves du consensus social? 19e idée, et toi, dans un monde sans argent, tu survivrais? Quelles sont tes compétences qui te permettraient d'être utile à la société? Quelle serait ta valeur si on ne pouvait plus te payer? Alors toi, tu survivrais à un monde sans argent? Tu serais respecté ou ignoré? Dis-le moi en commentaire.